Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le débrief. Tout le monde connaît cette citation de feu Sa Majesté Hassan II. Le Maroc est un arbre dont les racines plongent en Afrique et qui respire par ses feuilles en Europe. Nous allons, lors de cette émission, donc, nous intéresser aux racines africaines du royaume. Depuis l'accession de Sa Majesté le roi Mohamed VI au trône, ce ne sont pas moins de 50 voyages qu'il a effectués sur le continent, avec plus de 1000 accords, conventions ou partenariats signés. Puis il y a eu le discours d'Abidjan en 2014, avec cette fameuse phrase dont nous le rappelons tous, « L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique ». Nous y reviendrons. Et ensuite, l'histoire s'est accélérée avec l'adhésion du Maroc à l'Union africaine en 2017. La désignation de Sa Majesté comme leader de la migration en Afrique et bien d'autres choses encore. Aujourd'hui, le Maroc et le Nigeria s'apprêtent à lancer le pharaonique projet du gazoduc Afrique-Atlantique qui changera la physionomie et l'économie des États ouest-africains. Et lors de son dernier discours, le 6 novembre dernier, Sa Majesté a annoncé le lancement d'une initiative afro-atlantique pour la promotion de la façade atlantique du continent et le désenclavement des États intérieurs du Sahel. Nous allons revenir dans cette émission donc sur la vision, la stratégie afro-atlantiste du royaume. Et nous allons en analyser les aspects avec nos invités, deux éminents économistes qui connaissent bien les problématiques africaines et économiques marocaines. J'ai nommé Si Zakaria Firano. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, vous êtes donc merci économiste. Merci, marhaba, et enseignant à l'Université Mohamed V de Rabat. Enseignant-chercheur à l'Université Mohamed V de Rabat aussi, Si Hicham Hafid. Merci d'être avec nous. Merci donc d'être avec nous pour analyser un peu ce qui est en train de se passer entre le Maroc et l'Afrique, entre l'Afrique et le Maroc, le Maroc dans son Afrique. Alors l'Afrique en marche, l'Afrique en ordre serré, l'Afrique de demain et le Maroc à la manœuvre avec les autres pays pionniers sur le continent. D'une manière générale, une question pour vous deux. Les voyages sur le continent dont j'ai parlé en entrée de Sa Majesté, le discours d'Abidjan, l'adhésion à l'Union africaine en janvier 2017 et le discours qui a été prononcé par le souverain, le gazoduc, le Sahel, l'Atlantique, la vision royale est cohérente et prend le temps de se mettre en place. Comment vous voyez les choses, Hicham Hafid, je commence avec vous, comment vous voyez les choses dans les années à venir d'une façon globale, continentale ou régionale? Très bien. Donc, il serait mieux, avant de s'attarder sur l'avenir, de jeter un regard un peu sur le passé et le présent. Et si nous faisons une analyse, une lecture très attentive des relations ou de la politique africaine du Maroc, construite et élaborée depuis les années 2000, on constate qu'il est passé par plusieurs étapes. La première étape, c'est de 2000 à 2016. Cette étape est marquée par la conversion des relations historiques avant les années 2000, historiques et culturelles, en relations économiques et financières. Donc, cette période est marquée par une évolution considérable des exportations et des investissements aussi. Si nous traitons un peu l'évolution de ces exportations, ils sont passés de presque 1,4 milliard en 2004 de dirhams à presque 15 milliards de dirhams en 2016. Le Maroc vers l'Afrique. Effectivement, les exportations. Dégageant un solde commercial de presque 12 milliards de dirhams. Ce qui veut dire que les exportations couvrent les importations et génèrent une balance commerciale de 15 milliards de dirhams. À partir de 2016, après bien évidemment la veille du retour du Maroc à l'Union africaine, il y a eu une orientation de l'approche de la politique africaine du Maroc vers l'Afrique anglophone. L'Afrique anglophone, bien évidemment, tout en surmontant les obstacles linguistiques et géographiques. Et en investissant, bien évidemment, dans des secteurs stratégiques, comme la mise en place d'une plateforme industrielle en Éthiopie, également le projet gazoduc. À partir de 2017 à 2022, nous assistons à un doublement du volume, en termes de volume et de valeur des exportations. Donc, nous sommes passés de 17 000 en 2016 à 34 000 milliards de dirhams en 2020. Milliards à 34 milliards. Effectivement, 34 000, un doublement. Le chiffre a doublé. Par contre, les importations ont passé, bien évidemment, de presque 6 à 9 milliards de dirhams. Donc, ce qui veut dire qu'en 2022, nous avons eu un excédent commercial de presque 25 milliards de dirhams. Donc, c'est énorme en termes de valeur des exportations. Aujourd'hui, la politique africaine du Maroc a pris conscience que la coopération par la terre n'est plus valable aujourd'hui. Donc, il se projette bien évidemment, vers la coopération par la mer, d'où l'importance et le discours de Sa Majesté le Roi lors de la Marche verte, en mettant en place l'initiative des pays riverains de l'Atlantique. Donc, cette
initiative, bien évidemment, va créer, va élaborer, va contribuer, bien évidemment, à la complémentarité des potentialités des pays riverains de l'Atlantique, tout en générant les chaînes de valeur régionales. D'autant plus qu'aujourd'hui, le monde connaît au niveau des problèmes au niveau des chaînes de valeur mondiales. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Vous savez que ce déséquilibre entre les importations et les exportations va se poser avec acuité pour la politique africaine du Maroc, d'où l'importance de l'investissement dans les projets dans le DERCLA pour pouvoir renforcer, promouvoir les importations en provenance de l'Afrique subsaharienne. Ça, c'est très intéressant. Donc, la bataille prochaine du Maroc, c'est de comment renforcer les importations, comment renforcer la complémentarité entre le Maroc et les autres pays africains, notamment de l'Afrique subsaharienne. Donc, il va y avoir des plateformes industrielles pour pouvoir transformer les ressources naturelles brutes exporter des produits transformés déjà, des matières qui sont transformées. Très bien. Peut-être dans le cadre de la coopération transfrontalière. Donc, comment peut-on... Ça, c'est peut-être les prochains projets de la politique africaine du Maroc. Deuxième projet important de la politique africaine qui va être mené dans le futur, c'est au niveau de la capitalisation de certaines expériences. Vous savez que le Maroc, c'est pour ça nous avons parlé de la politique graduelle et cohérente, c'est que dès qu'il y a une réussite d'une expérience au Maroc, dans n'importe quel domaine, elle est mise à disposition de certains pays africains, notamment de l'Afrique subsaharienne. Là, le chantier entamé aujourd'hui par le Maroc dans le cadre de la protection sociale généralisée et dans le cadre également de la transition de l'économie informelle en économie formelle, ça c'est très important parce qu'aujourd'hui, les majeurs problèmes, les majeurs défis du Maroc, c'est au niveau de l'Afrique, c'est le secteur informel et également c'est le développement humain. Aujourd'hui, je pense que la réussite de ces projets phares de la protection généralisée, universelle généralisée et la transition de l'économie informelle en économie formelle peuvent être un laboratoire d'expérience en Afrique subsaharienne dans le futur. Alors, Zakaria Feranos, Hicham Hafid vient de nous faire un panorama assez large, global, exhaustif pratiquement, de ce que nos amis espagnols appellent le matelas d'intérêt. Quelque chose qui se fait, c'est-à-dire qu'on a pris le temps de préparer ces relations, ces partenariats. Ça a pris 10 ans, ça a pris 15 ans, ça a pris 20 ans, et nous en sommes là. Alors maintenant, à partir de là, comment vous pourriez voir, vous, à votre tour, ce qui pourrait se passer dans l'avenir, avec tous les projets qui sont mis en place? Moi, si je peux dire mon point de vue, je vais dire qu'il y a 2 phases. Le Maroc, il est passé par 2 phases en termes de relations avec l'Afrique. Premièrement, c'est une stratégie d'intégration économique avec les pays africains. Et donc là, le Maroc a réussi parce que nous avons plusieurs secteurs qui sont déjà en Afrique. Nous avons le secteur bancaire, nous avons le secteur télécommunications, nous avons l'extraction. Et ce sont des secteurs qui sont générateurs, c'est des moteurs de croissance. Parce que lorsque je parle du système bancaire, c'est le financement de l'économie. Et donc le Maroc, s'il est présent dans 25 pays, il contribue dans le financement de ces économies. Mais jusque-là, donc, le Maroc avait une stratégie d'intégration. Ça veut dire qu'il était en train de s'implémenter dans ces pays pour pouvoir générer de la croissance. Maintenant, la vision, elle est différente. La vision est une vision de croissance inclusive. Ça veut dire qu'il veut développer les partenariats avec les pays africains de telle sorte à ce que le développement soit un bien commun pour le Maroc et pour les pays africains. C'est quoi l'objectif? Donc, c'est ce qui a été évoqué par Sa Majesté. L'objectif, c'est que nous avons le même destin. Si l'Afrique doit réussir, elle doit réussir par ses propres moyens et on doit réussir ensemble. Et donc là, on ne doit plus reproduire le modèle qui existait avant, je dirais, 20 ans ou 15 ans, ça veut dire le modèle de pénétration, ce qu'on appelle des investissements directs à l'étranger, c'est ce que faisait le Maroc. Il partait pour investir, il partait pour exporter, etc., etc. Et aussi les pays africains importaient et exportaient également. Donc il faut passer à un autre élan. Je pense l'autre élan, c'est quoi? C'est de pouvoir instaurer une politique structurelle de changement des dispositifs économiques dans les pays. Et je pense que les projets qui ont été inauguré et lancé par Sa Majesté, premièrement le gazulique qui va changer un peu le vécu des 13 pays. Vous avez aussi le projet de ce qu'on appelle les pays qui sont sur l'Atlantique. Nous parlons à peu près de plus de 20 pays. Et nous avons également le dernier projet, celui des pays qui va un peu décloisonner ce qu'on appelle les pays du Sahel. Donc là, on est passé dans d'une logique, je ne dirais pas simpliste, elle est importante, mais une logique d'intégration économique, de concertation des relations économiques vers une logique plus structurelle. Ça veut dire où là, le développement inclusif devient l'objectif final
pour l'Afrique et aussi pour le Maroc et pour le continent dans son ensemble. Maintenant, le pourquoi de la chose il est très important parce qu'aujourd'hui, on est tous d'accord qu'il y a des blocs qui se construisent à l'international. Nous avons des blocs. Il y a un bloc qui se construit en Asie, il est très clair. Nous avons un bloc occidental qui est mis en place, il est déjà là. Nous avons le bloc américain, où est l'Afrique. Et donc, on ne peut pas agir uniquement par un seul pays, par une seule nation. Il faut agir comme un continent, il faut agir avec un bloc. Et donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, on est en train d'assister à la naissance d'un nouveau bloc économique, un nouveau bloc politique pour pouvoir défendre les intérêts, pas uniquement du Maroc, pas uniquement des pays qui appartiennent à ces projets-là, mais pour défendre les intérêts de tout le continent. Et donc là, je pense que les prémices et aussi les facteurs de réussite de ce bloc sont déjà mis en place. Nous avons les jalons qui ont été mis en place, la construction d'un grand projet dans l'Atlantique, la mise en place du gazoduc qui va changer un peu l'atmosphère énergétique de la région, et nous avons un peu le décloisonnement qui va couvrir quelques problématiques sécuritaires, sociales et économiques de 4 ou 5 pays qui sont nos alliés et nos amis qui sont avec nous. Et donc là, c'est une vision, moi je dirais, c'est un changement dans un peu le fléchement d'une nouvelle politique de développement qui s'inscrit entre le Maroc et entre l'Afrique. Il y a un dernier élément que je vais rajouter qui est très important, c'est que dans l'Afrique, il n'y en a pas beaucoup de locomotives. Nous n'avons pas beaucoup. Il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Égypte et il y a le Maroc. Le Maroc a toujours joué le rôle de locomotive pour les pays africains. Il était toujours présent pour les politiques de développement. Et dans sa politique diplomatique à l'international, ce n'était pas uniquement une politique, je dirais, diplomatique dans le sens pur, mais c'était aussi une politique de développement. Et c'est ce qui est inscrit aujourd'hui, je pense, c'est ce qui va être dans le futur, que ce soit dans le futur de court terme, moyen terme et de long terme. Et je pense que le message est clair. Le Maroc veut partager et veut construire le développement inclusif avec tous les pays de l'Afrique. Et si on va gagner ensemble. Alors, on va revenir sur cette question de bloc que vous avez soulevée, Zakaria Ferrano. Mais avant, on va partir sur les différents créneaux, les différents champs, les différents domaines dont on a parlé. On commence déjà par cette prise de conscience de la façade atlantique. Alors, ça fait une vingtaine de pays, c'est 46% de la population du continent, c'est un peu plus que la moitié du PIB, mais c'est seulement à peu près 10% des échanges internationaux. Comment vous voyez, Hicham Hafid, vous qui êtes un spécialiste de l'Afrique, vous avez écrit un ouvrage, ou même peut-être plus dessus, sur les perspectives géopolitiques et géoéconomiques de cette prise de conscience de la façade atlantique. On en a parlé. La première fois, je crois que le Maroc était précurseur en 2009. Ça a été fait d'abord en 2009, puis il y a eu une période de sommet, on va dire les choses comme ça. Et puis en 2022, les choses ont commencé. Ça parle de l'Atlantique, la façade atlantique. Quelles sont les perspectives géopolitiques et géoéconomiques surtout? Écoutez, cette initiative est venue dans un contexte mondial ou dans une géopolitique des océans marquée par, bien évidemment, le changement des rapports de force, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan économique. La prise en compte de conscience aujourd'hui de la coopération par la mer devient une nécessité pour l'Afrique. D'autant plus que nous savons que l'Afrique est devant une opportunité inouïe en matière de l'intégration régionale, donc la mise en place effective qui est entrée en vigueur en janvier 2021 de la ZLICAF, zone de libre-échange continentale africaine. Et malgré que les efforts qui ont été menés depuis les années 90 au sein de l'Union africaine, nous constatons aujourd'hui que le commerce intra-africain est très très faible par rapport aux autres continents. Donc il dépasse guère 16% comparativement à 67% en Asie et 57% en Europe. D'où l'importance aujourd'hui de renforcer la coopération par la mer, parce que la coopération terrestre a montré ses limites. Aujourd'hui, la défaillance des infrastructures, la densité des réseaux routiers, la densité des réseaux ferroviaires montrent que, bien évidemment, il y a un véritable problème au niveau du renforcement du commerce intra-africain. Et parmi les objectifs de la ZLICAF, c'est le renforcement, c'est bien évidemment la promotion du commerce intra-africain et également la création de chaînes de valeur régionales. Bien évidemment, qui dit chaîne de valeur régionale, c'est une dynamisation au niveau des investissements, la création des économies d'échelle, la compétitivité, la résilience économique, énormément, sortent un peu donc réduire un peu l'indépendance vis-à-vis de l'exportation de matières premières et l'importation des produits finis de consommation. Tout cela, donc, cette initiative permettra à ces pays, notamment le désenclavement, permettra à ces
en plus du désenclavement et cette initiative par la mer, permettra à ces pays de faciliter ce qu'on appelle faciliter le commerce, hein, à l'échelle, bien sûr, intra-régionale, voire continentale, donc avoir des connexions. Donc de pays à pays par voie maritime. Effectivement, de pays à pays, parce qu'aujourd'hui, si nous regardons le coût de transport, c'est exorbitant entre deux pays africains, alors que si nous prenons l'exemple de Cameroun et de l'Afrique du Sud, le coût de transport coûte plus cher qu'une cargaison part de Cameroun vers la Chine. Hein. Donc, oui, bien évidemment, bien sûr. Si nous regardons le pourcentage du coût en termes de pourcentage d'importation, ça dépasse les 5%. Et c'est dû à quoi? C'est dû, bien évidemment, au manque des plateformes de transport maritime. Donc, la majorité des armateurs sont des étrangers. Donc, il n'y a pas des armateurs purement africains. Donc, ils mettent le prix qu'ils veulent. Effectivement. D'accord. Deuxième chose, au niveau de la façade atlantique et les enjeux, bien évidemment, il y a des défis considérables. Deuxième enjeu, c'est au niveau de la complémentarité des potentialités spécifiques à chaque pays, voire à chaque région, parce que l'Atlantique regroupe maintenant trois régions, pardon. La région de l'Afrique, surtout la SADC, la région de l'Afrique australe, la région de la CEDEAO, et puis le Maroc, hein, l'Afrique du Nord. Donc ça va être extrêmement important. Donc cette connectivité entre les régions et cette complémentarité au niveau de chaînes de valeur régionales intégrées vont créer bien évidemment une forte valeur ajoutée au niveau des produits exportés vers le reste du monde, soit vers l'Amérique du Nord et l'Amérique latine, du Sud, soit vers l'Europe. Okay. Donc, cette complémentarité, si nous regardons les potentialités, il y a les ressources hydriques, il y a également les énergies renouvelables, il y a également les ressources halieutiques. C'est une norme qui contribue bien évidemment à la sécurité alimentaire, et il y a des terres cultivables qui sont énormes. Si nous regardons par exemple le fleuve Sénégal, ce sont des terres immenses. Hein. Pour la vallée du fleuve Sénégal, c'est des terres immenses, agricoles et cultivables qui peuvent générer des potentialités extrêmement importantes en matière de... Il y a aussi au niveau de l'électrification. Non seulement à la population qui aujourd'hui compte presque 20% hein, de la population des pays qui sont à la riveraine de l'Atlantique, 20% de la population ayant accès à l'électricité, mais aussi au niveau des entreprises, parce que lorsqu'on utilise les énergies renouvelables, la transformation de ces énergies, des énergies fossiles, bien évidemment, le coût de production va baisser, ce qui augmente bien évidemment la compétitivité de certains produits par rapport aux produits chinois, par rapport aux produits... Je donne quelques exemples au niveau de l'accès à l'électricité. Et également en termes de l'industrie. Les pannes aujourd'hui, l'accès à l'électricité n'est pas seulement rare et cher, mais aussi il est peu fiable. Les statistiques fournies par les instances internationales, entre 2006 et 2018, 80% des entreprises ont connu des pannes, presque 8 pannes par mois, d'une durée de 6 heures par jour. En Afrique de l'Ouest et en Afrique qui s'étale jusqu'à l'Afrique du Sud. Donc ces défaillances, ces défis peuvent être bien évidemment, ces défaillances peuvent être remédiées à travers bien évidemment l'exploitation des potentialités de chaque pays, de chaque région pour pouvoir renforcer la compétitivité de ces pays. Alors Zakaria Filano, vous parlez tout à l'heure de bloc économique. Vous avez parlé du bloc asiatique, du bloc pacifique, du bloc américain. La question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que, si Hicham Hafid a déjà commencé à répondre à cette question, est-ce qu'on peut considérer avec la ZLECAf qu'on peut former un bloc économique africain? Mais, première question. Deuxième question surtout que j'aimerais vous poser, c'est dans les autres blocs dont vous venez de parler, il n'y a pas d'intrusion des grandes puissances étrangères. Ici en Afrique, nous avons l'impression que c'est pratiquement le monde entier qui vient, enfin les grandes puissances qui viennent. Et donc, est-ce que ça ne pourrait pas créer un problème pour la formation de ce bloc dont vous parlez, qui le fragiliserait par rapport aux autres blocs? Nous parlons toujours de face à l'Atlantique, donc face au bloc américain. Très bien. Bon, question, c'est pas question de conflit, c'est question d'intérêt. Maintenant, les intérêts, où est-ce qu'ils sont? Je reviens, c'est une question très importante sur l'Atlantique. Maintenant, qui opère dans l'Atlantique en matière de marine marchande? Vous avez deux blocs, il y a l'Asie et l'Europe. C'est eux qui font les règles dans ce qu'on appelle le transport maritime dans la façade atlantique.
Et donc automatiquement, et je pense que ça c'est très important à savoir, c'est que l'Europe, oui, comme bloc économique, sera dérangée par la naissance d'un nouveau bloc sur l'Atlantique. Ça va de soi parce que c'est eux qui opèrent. Il y a aussi l'Asie. Mais je pense que l'Asie, la Chine, elle peut aussi travailler autrement parce qu'ils financent beaucoup de projets en Afrique. C'est un des grands, je dirais, un des grands bailleurs de fonds au niveau de l'infrastructure en Afrique. Et donc, globalement, si je veux répondre directement à votre question sur ce qui est très délicate, c'est que la constitution d'un bloc, est-ce qu'on en a le choix de ne pas le faire ? Maintenant, l'Afrique en elle-même, elle a des problèmes qui sont structurels et qui deviennent de plus en plus graves en matière d'endettement, en matière de financement, en matière d'accessibilité, en matière de négociabilité des produits. On a parlé tout à l'heure du Sahel. Comment vous voulez qu'un pays soit présent dans le commerce international ? Il n'a pas accès à la mer. Donc, comment vous allez résoudre ce problème-là ? Et donc là, il n'y a pas d'infrastructure, que ce soit l'infrastructure routière ou ferroviaire. Et donc, globalement, vous avez des problèmes qui sont colossaux. Et aujourd'hui, la question qui se pose, ce n'est pas est-ce qu'on peut, mais on doit le faire. C'est une obligation parce que l'Afrique doit sortir de ce problème-là. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. N'oublions pas que les autres blocs considèrent l'Afrique comme étant une vache à lait pour demain. Il ne faut pas oublier que la population en Afrique... Même hier, oui. Ça a toujours été ça, malheureusement. Non, mais pour demain, ça va devenir une vache à lait différente. Aujourd'hui, c'est une vache à lait parce qu'il y a des ressources naturelles, ils seront toujours là. Mais aujourd'hui, il y a aussi la population qui est en train de regagner en termes de pouvoir d'achat. Il ne faut pas oublier que les statistiques dévoilent sur les 10 ans qu'une des grandes classes moyennes qui va être construite dans le monde, ce sera en Afrique. Et ils vont commencer à consommer les produits de base. C'est la Chine des années 80. Et donc, automatiquement, cette population qui est là, elle doit consommer, elle doit aussi avoir des produits. Et donc, toutes les forces, comme vous l'avez dit de façon directe, toutes les forces, les États-Unis, l'Europe, les pays développés, les pays émergents, trouvent dans l'Afrique une zone qui doit être exploitée. Donc, nous, les Africains, le Maroc et les autres pays, on doit être conscients que nous avons un pouvoir et nous avons un potentiel. Et c'est ce qui a été dit par Sa Majesté. L'Afrique doit compter sur elle-même. Voilà. Et donc, automatiquement... Je suis en train de penser à cette citation, justement. Et donc, automatiquement, nous avons nos richesses, nous avons nos moyens, et donc ce bloc doit être construit. Pourquoi ? Pour deux grandes raisons. Premièrement, nous avons une force motrice, c'est l'Atlantique. L'Atlantique, si demain, nous avons quelques problèmes, que ce soit en Asie, il y a les germes aujourd'hui qui se réalisent au niveau du Moyen-Orient et aussi quelques indications, quelques variables proxy par rapport aux conflits qui peuvent naître dans le Pacifique. La seule zone de substitution, ça sera l'Atlantique. Et donc là, pour qu'on puisse bénéficier ou avoir une potentialité sur la position à l'international, il faut qu'on développe l'Atlantique. Il faut qu'il y ait une marine marchande qui répond à l'Afrique. Je pense que le Maroc, à travers les instructions de Sa Majesté, il va aller dans ce sens. Ça veut dire qu'on va construire. Il nous faut des pôles. Aujourd'hui, nous n'avons que 3 ports qui sont vraiment les plus grands, dont le Tanger est le premier, mais il faut avoir d'autres ports qui soient grandioses et qui permettent un peu de répondre. Voilà, il va venir. Moi, je parle des 3 qui sont existants aujourd'hui. Il y a le port Tanger qui est le premier. Il y a l'UMA, il y a aussi de l'Afrique du Sud, mais il faut amplifier ces ports et je pense que Dakhla, le port de Dakhla, sera une réponse. Et ce n'est pas uniquement un port, ça doit être aussi une zone globale, ou ce qu'on appelait dans les accords qui ont été signés entre Sa Majesté et aussi le roi Mohamed bin Zayed des Émirats arabes. Oui. Des Émirats arabes. Ils ont signé ce qu'on appelle Dakhla Gateway. Ça veut dire que ça va devenir une porte d'ouverture vers l'Afrique. Et donc, ce type de projet, il est en train d'instaurer une nouvelle logique pour l'Afrique. L'Afrique peut être développée, elle doit être développée par ses propres ressources. Mais on ne peut faire ça que si on a ce qu'on appelle une entraide, une complémentarité entre les pays. Le Nigeria, il a le gaz, il doit rentrer en partenariat avec les 11 ou 12 pays qui sont dans la trajectoire de l'exportation. Le Maroc va donner un coup de main aux pays de Sahel, et ainsi de suite. Si on arrive à faire ça, on va créer ce qu'on appelait le bloc africain. Il a un mot à dire parce que nous avons tous les moyens pour réussir. Je pense tout à l'heure, mon cher collègue, il a parlé des ressources naturelles. Nous avons beaucoup de ressources naturelles. Et donc ces ressources, si on arrive à trouver la complémentarité, à réduire les barrières tarifaires, parce que dans la ZLECAf, il y a un problème très grave, c'est le problème des barrières tarifaires. Et donc si on arrive à éliminer les barrières tarifaires, si on arrive à fluidifier la circulation des capitaux et des personnes, parce que c'est ce qui pose problème aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas faire une zone de libre-échange qui soit bien établie si on n'a pas la liberté des capitaux et la liberté des personnes. Et donc là, si on arrive à résoudre ces problèmes-là, je pense que nous avons tous les moyens pour réussir
Et même la problématique de financement qu'on peut traiter après n'aura plus aucun problème pour les pays africains. Si j'ai bien compris, ça va se passer de la manière dont la politique africaine du Maroc a été conduite sur les 15 dernières années, sur les 20 dernières années. On commence par l'étranger proche, notion chère à Vladimir Poutine, et puis ça infuse vers le reste. On a vu que Sa Majesté a commencé ses voyages essentiellement en Afrique de l'Ouest francophone, et puis après ça a été l'Éthiopie, puis le Soudan du Sud, puis Madagascar, puis la Tanzanie. Puis donc, et n'oublions pas que nous avons un retour sur expérience. Pourquoi ? Parce que le Maroc, lorsqu'il était présent dans ces pays-là, en termes d'acteurs sectoriels, dans des secteurs particuliers, il a pu, je dirais, recevoir beaucoup d'informations sur les besoins de ces pays. Tout à fait. Et donc, automatiquement, il sait très bien de quoi ils ont besoin. Et j'ai dit, et ça a été dit, je pense, dans la réunion, dans la signature de la convention avec les pays de Sahel, c'est qu'on exporte quoi aujourd'hui ? On n'exporte plus des secteurs. On exporte le savoir-faire, le capital humain, et on exporte l'infrastructure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on sait très bien de quoi vous en avez besoin. Et ce n'est pas uniquement l'argent qui pose problème en Afrique, c'est aussi le capital humain. Le capital humain, le savoir-faire. Oui. Alors, on va revenir au Sahel avec vous, Hicham Hafid. On parle de désenclavement des pays du Sahel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut considérer que le port de Dakhla sera l'entrée de l'Afrique, mais sera aussi la sortie des produits africains. Quelles sont les ressources de ces pays du Sahel ? De quoi on parle quand on parle de désenclaver, à part les infrastructures? Qu'est-ce qu'ils produisent? Qu'est-ce qu'ils ont? Quelles sont leurs richesses? Quels sont leurs moyens? Quelles sont leurs perspectives et leurs opportunités d'affaires? Écoutez, avant de répondre à votre question, j'aimerais rebondir à ce qui vient d'être dit par mon cher collègue. C'est au niveau de l'initiative atlantique, des pays riverains de l'Atlantique, et également du désenclavement de certains pays. C'est une première expérience en Afrique. Maintenant, c'est prise par le Maroc. Maintenant, c'est aux autres pays. Notamment, si nous regardons le nombre des pays enclavés sont au nombre de 16 en Afrique. 3 en Afrique de l'Ouest, 2 en Afrique centrale, 5 en Afrique de l'Est et 6 en Afrique australe. Maintenant, c'est à l'Afrique du Sud de faire la même chose. Donc, c'est de permettre à ces pays qui sont au nombre de 6 d'avoir une ouverture sur l'Atlantique. Ça a été l'Afrique de l'Est également. Ça a été le cas cette semaine de l'Éthiopie avec Somaliland. Il a pris. Somaliland, ils ont acheté, enfin, ils ont passé un partenariat pour avoir un accès à la mer. Effectivement, parce que le Premier ministre a dit que l'ouverture vers l'océan Indien, c'est une question de vie ou de mort. C'est vital. Effectivement. C'est vital pour un pays de 100 millions d'habitants. Pour réussir la ZLECAf, la première chose à faire, c'est désenclaver ces pays. Parce que le désenclavement s'inscrit dans l'agenda 2063. Le désenclavement s'inscrit également dans les objectifs de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, au niveau des facilitations du commerce. Donc, pour pouvoir bien évidemment aider l'Afrique à se développer, renforcer ses capacités, à renforcer ses complémentarités, il faudra se désenclaver. Et le Maroc a pris cette initiative qui est louable. Maintenant, en parlant du Sahel, le Sahel, c'est un bloc de pays qui regorge de ressources naturelles, des ressources hydriques et humaines, et également un continent qui est bien évidemment, on va dire, le grenier de l'Afrique en termes de sécurité alimentaire. Si nous regardons par exemple... Vous parlez du Sahel? Du Sahel, oui. Le grenier de l'Afrique, le Sahel. Alors expliquez-nous ça. Très bien. Si nous prenons par exemple les ressources hydriques, rien que le Mali dispose de plus de 200 milliards de mètres cubes d'eau. Et uniquement 4% qui est exploité. Donc il est bien évidemment parcouru par deux grands fleuves. Le fleuve Niger, qui est d'une longueur de presque 7854, pas exactement de kilomètres, et le fleuve Sénégal, qui est presque de 1700 kilomètres. Ce sont des ressources hydriques extrêmement importantes qui peuvent bien évidemment contribuer à l'amélioration de la productivité agricole. Deuxième ressource qui peuvent contribuer également au secteur alimentaire, c'est l'élevage, les bétails. Les pays, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad sont les grands producteurs de effectivement, des potentialités pastorales. Il y a également toutes les ressources minières exceptionnelles qu'on pourrait avoir. C'est l'or, l'uranium. À titre d'exemple, le Niger, c'est le troisième producteur d'uranium. Il y a de l'or, le coton. Il y a également les potentiels termes d'énergie renouvelable. Mais malheureusement, c'est
toutes ces potentialités, il y a également les terres arables. C'est cultivable et arable. Toutes ces potentialités ne sont pas, bien évidemment, converties, transformées en place et converties en développement humain. Nous regardons aujourd'hui, 90% de la population n'a pas accès à l'électricité. 60% de la population, 63% de la population ayant un revenu de moins d'$1 par jour. Une forte croissance démographique, c'est parmi les plus élevés en Afrique, 3,3%. Donc, énormément de potentialités qui nous sont malheureusement sous-exploitées. On revient au savoir-faire dont parlait le docteur Firano. Effectivement. Donc, l'ouverture de ces pays et la fédération des efforts dans le cadre de l'accompagnement de la fédération au niveau des potentialités, pourront bien évidemment assurer ce qu'on appelle la sécurité alimentaire d'un point, premier point. Deuxième point, peuvent bien évidemment renforcer le commerce entre les pays du Sahel et voire les autres pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Troisième chose également, ils peuvent avoir une ouverture vers les autres continents, notamment l'Amérique latine. L'Amérique latine aujourd'hui devient un continent stratégique pour l'Afrique. Peut-être on reviendra tout à l'heure sur la question de l'Amérique latine. Et également, ce qu'il manque à ces pays, c'est le capital. Le financement, pour pouvoir transformer ces ressources en produits exportés avec une valeur ajoutée, et également l'insertion dans les chaînes de valeur régionales, voire mondiales. Alors, quand on parle de ces opportunités, de ces savoir-faire, de cette vision développementiste qu'est en train de développer le Maroc en partenariat avec les pays de son continent, même si les initiatives peuvent parfois être prises par le Royaume, on revient à ce fameux projet, ce pharaonique projet de gazoduc Nigeria-Maroc. Comment il peut œuvrer au développement des pays qui desservira? Il y en a une douzaine, on sait bien que Sénégal et Mauritanie peuvent être intéressés aussi parce qu'ils ont une production qui peut être servie, qui peut être transportée par ce gazoduc, mais comment concrètement les autres pays peuvent être développés ou peuvent avancer avec ce gazoduc? Très bien, le projet gazoduc, je pense que normalement les pronostics font que 2024, ça sera l'année de lancement, donc on considère que cette année sera... Ça a été annoncé. Voilà, ça va être l'année de démarrage du projet, donc ça c'est c'est un bon signal de démarrage d'un projet aussi pharaonique comme vous l'avez cité. Et donc, maintenant, mesurer réellement les impacts économiques et aussi sociaux de ce projet-là demeure, une question délicate aujourd'hui parce que nous n'avons pas parce qu'il faut avoir une production potentielle, il faut avoir aussi le coût de production, il faut avoir beaucoup d'éléments pour pouvoir un peu générer une analyse plus concrète et plus pointue des retombées économiques et sociaux. Mais je peux dire simplement que ce projet-là, on attend. Il y a une expectation ou une espérance qui est très importante par rapport à ces réalisations. Premièrement, c'est qu'il frôle 400 millions d'habitants. Donc c'est 400 millions, ces pays-là, ça veut dire que si je prends les 13 pays, on parle de 400 millions. Donc 400 millions qui vont avoir un accès à l'énergie, qui vont avoir accès à un changement de mode de production à l'intérieur de leur pays. Je ne parle pas du Maroc, on est un peu à un stade, plus avancé, mais il y en a des pays qui ont des problèmes qui sont toujours des problèmes de base. Accès à l'énergie, comme ça a été indiqué. Ça servira pour l'agriculture, certainement. Oui, ça va servir pour plusieurs secteurs. Et moi, je vais partir encore plus large. Je vais dire que ça va changer un peu le modèle de développement de ces pays. Pourquoi ? Parce que la plupart de ces pays sont dans ce qu'on appelle une production qui est basée sur le secteur primaire, et donc automatiquement sur l'exportation des ressources naturelles dont ils gisent, ça veut dire qu'ils ont des gisements très importants, mais pour pouvoir générer cette croissance que j'ai citée tout à l'heure en disant croissance inclusive, qui va permettre d'augmenter le niveau de vie de citoyens, il est, très important et aussi, il est aussi primordial de passer vers un stade d'industrialisation. Ça veut dire qu'il faut qu'on passe au secteur secondaire et voire même arriver au secteur tertiaire. Et cela ne pourra arriver que si nous avons accès à l'énergie. Pourquoi l'énergie ? Parce que c'est elle qui permettra aux industries de marché, c'est elle qui va permettre aussi de changer le capital humain. Parce que lorsqu'on parle d'énergie, nous parle à l'accès à l'électricité par les citoyens. Et donc ça permet, donc il y a beaucoup d'études qui ont confirmé que l'accès à l'électricité, ça permet de contribuer à améliorer le capital humain. Et donc ces pays-là vont être, je dirais pas décloisonnés sur le plan géographique, mais ils vont être décloisonnés sur le plan économique. Parce qu'ils auront un autre stade de développement qui va se construire dans le temps. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est que la construction du gazoduc, ça va faire rentrer de l'argent pour ces pays-là, normalement.
parce qu'il y aura des retombées en matière de devises. Je ne pense pas que c'est gratuit que ça va passer. Donc, il y aura une exportation de ces produits à l'international. Je pense que l'Europe est très intéressée. Il y a aussi l'Angleterre qui est très intéressée. Je pense qu'elle va rentrer comme étant un actionnaire. On attend la confirmation comme un financement, un bailleur de fonds de ce projet-là. Et ces pays-là, ils vont pouvoir rapatrier de la devise vers ces pays. Ça veut dire les 13 pays par lesquels on va passer ce gazoduc. Nous parlons à peu près de 5600 kilomètres d'espace par lequel vont passer. Il y a 1600 qui va passer par le Maroc. Et je pense sur l'élan de ce chemin, il n'y aura que du développement qui va passer avec le gazoduc. Il y a un troisième élément très important, c'est que lorsque vous avez ce passage, donc il contribue aussi à améliorer ce qu'on appelle l'infrastructure. Parce qu'avec le gazoduc, vous avez un accès à l'énergie et donc automatiquement, nous aurons ce qu'on appelle des agglomérations qui vont se construire tout au l'élan de ce qu'on appelle ce passage-là, parce que ça va donner aux investisseurs une intention de venir à ces pays-là, parce que de l'énergie, ça veut dire de la production, et automatiquement, ça veut dire des investissements directs étrangers. Donc, ça va stimuler aussi l'accessibilité de ces pays-là au financement international, ce qui constitue une entrave très importante pour ces pays-là pour financer leur croissance et financer leur développement. Il a fallu quand même batailler dur. La première annonce avait été faite en 2016, de mémoire, en décembre 2016. Sa Majesté était à Abuja. Il avait rencontré l'ancien président, donc Mohamed Bouhari. Et les pays qui devaient être, que le gazoduc devait longer, on met du temps un peu, mais on met du temps à adhérer au projet, normal. À comprendre cette question du projet. Les Européens ne semblent pas encore avoir véritablement compris. Les Anglais, vous le dites à l'instant, bon, peut-être qu'ils seront intéressés. Ils seront intéressés. Les Émirats ont déjà déclaré qu'ils sont... N'oublie pas que la Russie est aussi intéressée. La Russie est très intéressée. La Russie avait manifesté son intérêt dès le départ. Dès le départ, parce qu'elle avait vu le coup venir. Si vous permettez, je crois que c'est normal parce que nous parlons d'un projet que les estimations premières disent 25 milliards de dollars pour pouvoir le mettre en place. Il y a ceux qui disent même qu'on peut frôler les 30 milliards. Et donc, automatiquement, pour ces pays-là, la question de financement, d'où vont venir les ressources, etc., 25 milliards de dollars. Et puis les Russes, ça leur permet d'avoir un œil aussi sur ce qui se passe. C'était un concurrent éventuel. Bon, c'était avant la guerre. Je pense que même dans le pooling du financement qu'il faut établir, il y aura aussi des questions géopolitiques par rapport à ce gazoduc. Et donc, c'était normal. C'est un projet éminemment géoéconomique et géopolitique. Et ça va prendre les 6 ans ou 7 ans de négociations, etc., parce que ce n'est pas un simple projet. Et aussi, le choix qui a été fait de passer par la mer, c'est un choix qui était inclusif pour pouvoir intégrer le maximum de pays pour que le développement et les fruits du développement atteignent la majorité des pays les 13 pays par lesquels passe le gazoduc. Alors, dans votre développement, Si Zakaria, vous avez cité une expression qui est le modèle de développement, changer le modèle de développement de ces pays. Je me tourne vers vous, si Hicham Hafid, dans le livre que vous avez coécrit avec si Mohamed Chkoundi, donc 2019, Croisée des chemins. À cette occasion-là, l'éditeur, c'est Abdelkader Rtnani. Il s'appelle L'Afrique et mon continent, le Maroc, acteur majeur de la coopération inter-afro-africaine. Vous avez parlé, dans votre livre, vous avez un chapitre qui est consacré au modèle de développement africain. Alors, le modèle de développement africain serait-il une somme des modèles de développement nationaux ou une agrégation des modèles de développement régionaux? Comment vous voyez ce modèle de développement africain? Écoutez, d'abord, l'ouvrage, c'était le fruit de recherche d'une plus de dizaines d'années et d'enquête de terrain, bien sûr en Afrique anglophone et francophone. La finalité de ce travail, c'était de un peu tester les paradigmes de coopération ou les modèles de coopération adoptés par l'Afrique depuis les années 80 et que également le recours au seul partenaire au développement qui a été bien sûr montré ses limites aujourd'hui. Donc l'alternative, c'était comment peut-on adopter un modèle de coopération afro-africain. Ce modèle, bien évidemment, est basé sur deux mécanismes importants. Le premier, c'est le renforcement des capacités productives de l'Afrique. Comment l'Afrique, aujourd'hui, peut-on, bien évidemment, dans une approche collective, renforcer les capacités productives. Ces capacités productives sont le capital humain, c'est les institutions et c'est les infrastructures. On parle des infrastructures, bien sûr, numériques, les infrastructures lourdes, légères et autres. Deuxième lecture, et c'est au niveau comment peut-on, bien évidemment, renforcer
l'insertion de l'Afrique dans les chaînes de valeur régionales, voire mondiales. Et puis, comment renforcer les marges de manœuvre au sein des instances internationales, en termes, bien sûr, des négociations de financement, négociations de l'échelonnement de la dette, les négociations également avec les investisseurs en termes de transfert technologique et en termes également de l'intégration du capital humain. Ça, c'est le capital local. Ça, c'est très intéressant. Parce qu'aujourd'hui, on voit que, certes, il y a un défi de financement, mais la majorité des investisseurs étrangers ne délèguent pas une partie de leurs activités au capital local. Donc, la question cruciale qui se pose aujourd'hui, comment peut-on négocier avec on va dire, une coopération entre le capital étranger et le capital local dans le financement de certains projets et également le transfert technologique. Ce modèle, bien évidemment, nécessite certaines conditions. D'abord, il nécessite la solidarité entre les pays, parce que vous savez que presque un tiers des pays s'inscrit dans le bloc des pays ayant un développement humain faible. Deuxième chose, il y a 16 pays, plus d'un tiers de pays qui sont des pays enclavés, qui ont un PIB de taille de marché très faible, donc il faudra ce genre de solidarité entre les pays riches et les pays pauvres de l'Afrique. Deuxième condition, c'est l'engagement sérieux des chefs d'État. Aujourd'hui, nous assistons à une émergence, bien sûr, une nouvelle génération des chefs d'État qui ont une vision développementiste, mais d'autres chefs d'État, bien sûr, ne veulent pas s'engager dans cette approche. Troisième condition, c'est la crédibilité et la confiance. Donc il faudra que certains pays se dotent de certaines crédibilités et de la confiance pour pouvoir aller de l'avant. Et là, en parlant de la crédibilité et de la confiance, parmi les facteurs qui vont aider le Maroc à réussir ce challenge de gazoduc Maroc-Nigeria, c'est la crédibilité du chef de l'État. C'est la crédibilité et la sécurité. La crédibilité parce qu'aujourd'hui, tous les bailleurs de fonds, que ce soit les bailleurs de fonds étrangers, et cherchent également la crédibilité et la confiance. Donc on la trouve si nous comparons avec les autres projets de gazoduc qui passent bien sûr par les pays voisins, il y a ce manque, cette défaillance de la crédibilité et de la confiance. Et bien sûr, ce modèle de coopération est réalisable, de coopération afro-africaine est réalisable. On voit cette initiative. Pourquoi ? Parce que d'habitude, depuis les années 80, les initiatives de développement proviennent de l'extérieur. Aujourd'hui, on voit que certaines initiatives émanent de l'intérieur de l'Afrique. Les initiatives des pays riverains de l'Atlantique, le désenclavement de certains pays. Donc ce sont des initiatives qui proviennent de l'intérieur, destinées bien évidemment, leur développement destiné à l'Afrique et par les Africains. Et je crois que cette initiative, sera un tremplin pour bien évidemment achever, compléter cette vision de la coopération afro-africaine. Alors, vous parlez de crédibilité, Hicham Hafid, de crédibilité du pays et de son chef d'État, et aussi la sécurité d'un pays. Zakaria Firano, dernièrement, vous en parliez tout à l'heure, Sa Majesté était à Abu Dhabi avec son Altesse Mohammed Ben Zayed. Et donc, il y a toute une série de protocoles, toute une série de partenariats, toute une série de mémorandats qui ont été signés. Est-ce que vous ne voyez... Alors, parmi ces projets, il y a le gazoduc. Parmi ces projets, là je parle du communiqué officiel, il y a le gazoduc, il y a le désenclavement du Sahel, il y a la participation au port de Dakhla. Est-ce qu'on peut parler quelque part, quand on sait que les Émirats ont deux caractéristiques. La première, c'est qu'ils sont installés ou implantés ou bien présents en Afrique de l'Est, à la Corne de l'Afrique. La deuxième caractéristique, c'est qu'ils ont DP World, donc toute cette société énorme de ports. Est-ce que vous pensez, ou est-ce qu'on peut considérer qu'il y ait une sorte de triangulaire win-win-win à ce moment-là entre les Émirats, le Maroc et le Sahel? Tout à fait. Comme vision d'avenir. Voilà, la vision des Émiratiens, elle est très claire. Ils sont vraiment des chasseurs de tête d'argent. Ça veut dire qu'ils savent très très bien où est-ce qu'ils doivent investir. Et donc le cheminement, je dirais la signature de la convention entre Sa Majesté et aussi le roi Mohammed Ben Zayed, le roi des Émirats, ça démontre clairement qu'il y a un changement stratégique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si on regarde un peu la carte internationale, le Maroc n'est pas n'importe quel pays en Afrique, c'est la porte de l'Afrique.
Et aussi, les Émirats, comme étant un investisseur à l'international, n'est pas un pays comme tous les pays du Moyen-Orient. Et donc, lorsqu'il y a un rapprochement entre les deux pays, ça veut dire que c'est un rapprochement stratégique. Stratégique pourquoi? Moi, je crois que ma vision des choses, c'est qu'on est en train de créer une nouvelle porte qui vient vers l'Atlantique pour le commerce international. Pourquoi? Parce que voilà, c'est pour ça. Pourquoi? Parce que nous avons quelques prémices qu'il peut y avoir, attention, même avec une probabilité très faible, qu'il peut y avoir un problème au niveau de la zone, où je dirais la zone qui est frontalière avec l'Iran. Et donc là, je pense que je ne me souviens pas du nom du port, le plus grand port en Émirats, il est dans une zone un peu, je dirais, entre guillemets, qui est peu risquée, qui peut avoir un risque par rapport au commerce international. Et c'est elle qui conduit tous les échanges qui sont établis, je pensais à Abu Dhabi, c'est tous les échanges qui sont établis entre les Émirats et plusieurs autres pays qui passent par là. Et donc maintenant, avoir un partenariat qui mise sur l'Atlantique, qui mise aussi sur ce qu'on appelle Dakhla Gateway, comme étant un port ou comme étant une zone qui va être une zone d'échange pour l'Afrique et à l'international, ça permet de créer une nouvelle, je dirais une nouvelle vision, une nouvelle logique de partenariat entre les deux pays. Moi, je ne la vois pas comme deux pays, mais je vois un partenariat entre le Moyen-Orient et entre le continent africain. Il y a un deuxième élément très important, c'est que si on prend les pays du Sahel, pour réhabiliter leur infrastructure, pour que ce soit en norme moyen en termes de transport, le FMI, la Banque mondiale, parle d'un chiffre de 28 milliards de dollars. Et ces pays n'ont pas les moyens pour arriver à cet investissement. C'est un investissement colossal. Et donc aujourd'hui, c'est quoi la solution? La solution, c'est de pouvoir mettre à la disposition de ces pays, ça veut dire les pays du Sahel, l'infrastructure du Maroc, que ce soit l'infrastructure terrestre, ferroviaire et également l'infrastructure maritime, et aussi permettre à ces pays-là de bénéficier des conventions internationales. Parce que lorsque les Émirats vont venir pour investir et d'autres pays vont venir pour investir, les pays du Sahel vont aussi à bénéficier de ces conventions. Ce qui veut dire que les synergies ne vont pas uniquement s'arrêter au Maroc, mais ils vont partir aussi dans les pays du Sahel. Vous avez évoqué aussi le gazoduc. Lorsqu'il y aura l'intervention des Émiratiens, ça a été décrit noir sur blanc, et il y aura aussi l'intervention de quelques pays à l'international, ça va aussi avoir des effets de synergie, pas uniquement sur ces pays-là, mais ça va toucher aussi les pays du Sahel. Donc, globalement, moi, je crois que les dernières signatures qui ont été faites par Sa Majesté, ça ne décrit pas uniquement une convention de financement ou une convention économique, mais ça décrit une convention de développement intégré de différentes zones géographiques. Dans cette région que vous connaissez bien, Hicham Hafid, il y a le monde entier. Il y a les Chinois d'une manière, et les Russes d'une autre manière, les Américains d'une troisième manière, et les Turcs. Il y a pas mal de pays qui arrivent. Est-ce que vous avez cette lecture aussi d'une arrivée, encore une fois, des Émirats arabes, avec, donc après la signature entre Sa Majesté et Cheikh Mohammed Ben Zayed, est-ce que vous y voyez un changement quelque part de paradigme, au lieu qu'il y ait des grandes puissances extérieures qui viennent dans cette région, il y ait des puissances qui soient peut-être pas de la région comme les Émirats, mais qui viennent avec un pays de la région qui est le Maroc. Est-ce que vous voyez un changement dans les investissements qu'il peut y avoir, dans l'esprit de l'investissement, dans l'esprit de développement qu'il peut y avoir? Bien sûr. Pourquoi? Parce que si nous regardons la particularité de l'implication des pays du Golfe en général et des Émirats arabes unis en particulier, c'est le financement des grands projets, soit régionaux, soit continentaux, par le biais des fonds souverains. Et la majorité des investissements émiratis visent soit des participations minoritaires, soit des investissements minoritaires ou des participations dans des projets ou des entreprises spécialisées. Ça, c'est une particularité des investissements du pays du Golfe. Une autre particularité, c'est que la majorité des investisseurs n'opèrent pas eux-mêmes. Donc, ils délèguent le management à des opérateurs locaux. Et ça, c'est un avantage pour les investisseurs marocains qui veulent investir, bien évidemment, dans les infrastructures, notamment dans la région de Dakhla. Deuxième chose, les pays du Golfe ou les Émirats arabes unis ont une demande croissante en termes des produits halieutiques. Donc, cette demande croissante, donc s'il y a des intérêts mutuels. Donc, on investit dans les projets régionaux, voire continentaux, et en contrepartie, bien évidemment, il y a bien sûr le retour de l'argent, il y a également le retour de l'importation des produits halieutiques. Mais il y a un autre partenaire également, c'est le Brésil. Le Brésil qui constitue aujourd'hui un acteur majeur et incontournable dans la coopération, au niveau de la coopération de l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Brésil est considéré comme étant un géant de l'Amérique latine. C'est un troisième exportateur de maïs
et deuxième exportateur de soja. Presque 220 millions d'hectares, donc c'est immense. C'est pour ça que vous parlez tout à l'heure de stratégique pour l'Afrique. Effectivement, à ce niveau-là. Effectivement. Et une fortune au niveau de viande, hein, des abeilles de viande, donc l'exportation. L'Afrique aujourd'hui a besoin de ce partenariat au niveau de la sécurité alimentaire. Le Brésil également a réussi une expérience formidable en termes de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Donc ça pourra, cette expérience, être mise à la disposition des pays africains. En contrepartie, le Brésil n'est pas compétitif à l'échelle mondiale. Donc l'association Brésil des pays du Golfe, voire l'Afrique, dans les provinces du Sud, pourront donner une forte compétitivité au Brésil, notamment vers l'exportation de ces produits vers l'Europe. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la compétitivité des produits brésiliens, elle est très très faible par rapport aux produits chinois. Donc voilà un peu la géopolitique un peu de certains pays, notamment de l'Amérique latine, des pays du Golfe et de l'Afrique. Donc il y a une forte complémentarité. Aujourd'hui, le Brésil pourra aider le continent africain dans le domaine de la sécurité alimentaire. Il pourra aider également aider l'Afrique dans le développement social et ainsi de suite. Dernier mot pour vous, Zakaria Filano. Dernier mot, je dirais que le rapprochement des Émirats arabes unis, c'est un rapprochement qui est aussi justifié pour les Émirats. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que chaque année, ils mobilisent à peu près 25 milliards de dollars comme étant des investissements à l'extérieur de l'Émirat. Et donc automatiquement, aujourd'hui, si on regarde la zone à l'international, là où il y a vraiment de la richesse qui va se construire... C'est pas grand-chose par rapport à leur fonds. Non, je parle d'un flux. Je parle de flux. Ah, d'accord, ok. Je ne parle pas du stock. Le stock, ça dépasse. Je parle annuellement, c'est 25 milliards qu'ils mobilisent à l'extérieur. Et ils ont la capacité de rapatrier en interne les investissements directs à l'étranger de 27 milliards de dollars. Mais si je vous parlais de stock, c'est des milliards ou des trillions de dollars. Moi, je parle uniquement du flux, ça veut dire annuel. Donc, les 25 milliards, aujourd'hui, si on regarde un peu la planète tout entière, où est-ce qu'il y a vraiment les germes de croissance et aussi le potentiel de croissance et de richesse naturelle, c'est en Afrique. Et donc, automatiquement, se mettre à côté du Maroc pour pouvoir créer de l'investissement, pour pouvoir générer de la croissance, je pense que c'est une solution qui était très optimale pour les Émiratiens. Et aussi, il ne faut pas oublier une chose très importante, c'est que le Maroc jouisse d'un potentiel en termes de sécurité, en termes de stabilité, qui sont très importants aujourd'hui pour les investisseurs à l'international. Merci à vous, merci Hicham Hafid, merci Zakaria Filano. C'est très engageant et très optimiste pour l'Afrique et pour les jeunes générations africaines qui vont arriver. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.